quand je vois qu'une des principales intelligences artificielles du monde militaire américain s'appelle Skynet, évitez ce genre de conneries. Non, franchement, évitez. La BBC, donc l'organe d'audiovisuel public anglais, va produire un contenu plus léger pour attirer un public plus populaire. Alors, ça mérite quand même discussion, parce que déjà sur le ton, c'est quand même assez... Et les ploucs? Ouais. Alors, les ploucs? Hein, on va réduire le vocabulaire de nos émissions. Avant, on avait l'équivalent british de Hanouna, 40 mots de vocabulaire dont pute et décapsuleur. Maintenant, on va tomber à 19 mots. C'est ça. Donc décapsuleur à sauter. Mais vous inquiétez pas, pute est toujours là. Donc, Est-ce que c'est ça qu'on appelle le nivellement par le bas, quoi? En réalité, et là, pour le coup, des gens comme, je crois, le grand philosophe Karl Jasper, je crois que c'était lui, c'est Karl Jasper ou Karl Popper qui était très opposé à la télévision. Ah, Popper, c'est un peu plus ancien, non? Comment? C'est un peu plus ancien, Popper, non? Non, Popper, Popper, ça commence dans la Seconde Guerre mondiale et c'est l'après-guerre. D'accord. Et non, c'est peut-être Popper. Parce que la télévision aurait dû être a été à une époque un grand instrument d'éducation des masses. Parce qu'à une époque, on se rend pas compte la qualité des programmes télévisuels. On se rend pas compte. Toi, t'es de la génération, je pense, qui a connu C'est pas sorcier. Évidemment, pour les plus anciens, ça paye pas de mine, mais pour nous, c'est quand même quelque chose. Premièrement, mais deuxièmement, je le dis toujours, l'homme qui a créé le personnage de Maestro, il était une fois la vie, les découvreurs, etc. Moi, je les ai tous rachetés pour ma fille. Tous. Cet homme est un bienfaiteur de l'humanité. Moi, j'ai pleuré le jour de la mort de ce type-là. Et on prend l'idiocratie comme un fait, alors qu'en fait, l'idiocratie est sécrétée par le système. Elle devrait être vue comme un problème réglable à une condition, c'est qu'on s'en prenne au système. C'est le système qui l'a créé. Et en réalité, non. On accepte. On accepte pourquoi? Parce que la télévision prend le pli global qui vient des médias numériques. Je m'explique. Le web est né dans le giron des États. Là-bas, c'est un intranet militaire, tout le monde le sait. Bien sûr. Mais il y avait une part d'autodidactes quand même dans le web. Il y avait une part de mecs qui venaient vraiment de faire des trucs dans leur garage. Ça existait, ça. Le premier Internet, je racontais ça à mes étudiants. Le premier Internet, il y a eu une pub que tout le monde a oubliée. Tu vois, t'as une petite fille qui est en train de lire un livre qui dit « Ah, il est génial, là, t'as un vieux monsieur. » Alors, la petite fille a des nattes, elle est typée hollandaise, tu vois. Oui, Fifi Brindassi, quoi. Tu vois. Et le vieux monsieur est de toute évidence du sous-continent indien. Il lui dit « Alors, ton livre, il est bien ?» Il dit « Oui, mais je comprends pas la dernière énigme. » Et là, il y a une vieille dame avec un accent anglais à couper au couteau, tu vois, Jessica Fletcher, tu vois, arabesque, qui arrive, qui dit « Je pense que c'est ça. » Et là, le monsieur se retourne et dit « Vous l'avez lu ?»« Non, je l'ai écrit. » Et tu vois, c'était marqué, des scènes comme ça, il s'en passe tous les jours sur Internet quand deux personnes s'y rencontrent. Bon. Ça a eu lieu. Le problème, c'est que cette liberté-là, c'est pas la faute des États. Les États ont mis de la sécurité dans le web, tout simplement parce qu'on a refusé de faire de l'espace numérique l'équivalent de ce qu'on a fait pour les eaux territoriales. C'est-à-dire de le diviser. L'Amérique, je vous rappelle que vos adresses IP vous sont toujours données par l'ICANN. L'ICANN, qui est aujourd'hui une agence américaine, était à la base un département du département d'État au commerce. Donc l'Amérique a refusé de négocier les règles de gouvernance d'Internet à l'échelon mondial. Donc, évidemment, la Chine, la Russie ont créé des intranets nationaux et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, nous devrions faire de même. D'accord ? Et
utiliser toute cette pépinière de jeunes entrepreneurs du numérique. Nous, on a eu la chance d'avoir le patron de Waller, par exemple, qui était venu au cercle, un mec super. Parce que c'est les seuls entrepreneurs qui comprennent ce que c'est la souveraineté, hein, eux. Contrairement au MEDEF, qui, de toute façon, c'est l'ancien syndicat des forges. Donc, vendre la France aux Bosch, hein, ils ont de qui tenir. Hein, merci papa, merci grand-papa, etc. Bon, très bien. Comme disait De Gaulle à la première réunion avec les entrepreneurs français, je suis tellement content de vous voir là, je vous ai si peu vu à Londres. Donc, tu vois, le problème, c'est que le premier Internet avait cette liberté. Oui, mais maintenant, il y a un énorme romantisme qui s'est développé autour du premier Internet, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Mais surtout, moi je l'ai toujours dit, la phrase de Thierry Molnier, rappelle-toi, c'est une de mes marottes. Un État fort est un État qui supporte le maximum de liberté en son sein. Et c'est un fait. Les États de garde-chiourme sont des États faibles. Les États de flics sont des États faibles. Oui, parce qu'ils ne supportent pas que le projecteur leur soit braqué dessus, et donc qu'on voit que l'empereur est nu. À titre personnel, Monsieur Attali, tu sais, ce sympathique, comment fripier, alors il est à la fois libraire et fripier. Pourquoi pas? On peut être coiffeur astronaute, on peut être ce qu'on veut aujourd'hui. Et comme disait l'autre, mais ce sympathique représentant en fripier. C'est drôle d'ailleurs parce que il est très créatif d'ailleurs parce qu'il fait à la fois une mode printemps et une mode automne en même temps, tu vois. Parce que comme le pantalon n'a qu'une jambe, tu vois, t'as une jambe pour le côté ensoleillé, une jambe au cas où la brise tu vois, se refroidit, tu vois. Il fait printemps-été mais en même temps, tu vois. C'est un concept. Il disait Internet, le problème d'Internet, c'est que ça défie la verticalité des hiérarchies et ça défie les sachants. Le sachant, théoriquement, c'est lui, en friperie. Et donc, après, je n'ai pas connaissance qu'Internet alors peut-être qu'Internet a fait du mal à la friperie de Monsieur Attali, mais par exemple, ça n'a pas fait de mal au patron de Zara. Bon, faut dire, et qui lui aussi fait des pantalons troués, mais avec encore quand même une jambe dessus. Donc, après, les coups et les douleurs, c'est dans la nature. Mais en réalité, quel était le problème là-dedans? Comme disait le président Mao, que sans fleurs s'épanouissent, que sans école rivalisent. Quel est le problème d'avoir des intellectuels autodidactes qui viennent d'Internet? Alors tu me diras, ouais, Pierre-Yves, tu parles un petit peu pour... non, moi j'ai mes diplômes universitaires. Bon, on m'en veut d'amener de l'université ce que je sais. C'est pour ça que mes collègues m'aiment pas. Mais s'ils veulent qu'on parle de mes travaux de spécialité, j'ai aucun problème. Qu'on parle de la transition post-soviétique ou d'autres sujets que j'ai traités, j'attends. Donc, le problème qui est le nôtre, c'est que ce ne sont pas les États qui ont abêti Internet. C'est qu'Internet, parce que Internet a révélé, Internet a donné un grand coup de boost aux sciences cognitives, aux études sur le cerveau. On s'est rendu compte que le lavage de cerveau, c'est un mythe militaire qui date en réalité, qui a presque un siècle. Mais on se rend compte que laver le cerveau, non, mais l'orienter par la maîtrise de l'attention, oui. Ce qu'on savait déjà par les grandes écoles de propagande. Mais la plupart de ces écoles datent des années 20-30. Donc, elles sont dominées par quels médias? La radio. Oui. La radio. Alors après, tu as eu des écoles de la propagande télévisuelle. D'accord. Mais Internet change tout. Pourquoi? Parce que comme la verticalité est abolie, que la personne peut pour la première fois te répondre.
Le but va être d'avoir de nouvelles stratégies cognitives pour toucher la personne. Et donc, tu as eu tout ce qui s'est déroulé, le neuromarketing, etc. Bon. Et donc, il faut maîtriser l'attention. Le problème, c'est que quand tu maîtrises l'attention d'un être humain, alors que déjà c'est quelque chose d'extrêmement fragile, c'est pas pour rien que la concentration, ça s'apprend. Tu vois, la plupart des écoles d'arts martiaux, la concentration est un cours en soi. L'attention d'un être humain est très très fragile. Déjà pour une raison, c'est que nous on a une acuité visuelle basée sur le mouvement. C'est ça. Des mammifères. Nous serions des reptiles. Ce serait sur la chaleur, c'est ça? Ce serait sur la différence de température. Voilà. Donc le problème, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte que nous étions en train de violer l'attention des gens et donc nous allions la faire baisser. Première chose. Deuxième chose, nous n'avions absolument pas prévu, tu sais, t'as eu un auteur de science-fiction qui un jour a écrit un article que je trouve génial qui était « Si la fin du monde était minable ». Car en réalité, Internet est devenu une usine de nostalgie. C'est vrai. Parce que par exemple, les amateurs de South Park, je crois que tu en es un. De South Park, un peu, et d'Eric Cartman, beaucoup. Oui. C'est ce qu'ils appellent en anglais, enfin plutôt en américain, des member berries. C'est-à-dire, tu prends, c'est des baies qui te rappellent un peu tous tes souvenirs d'enfance. Souviens-toi de Star Wars, souviens-toi de Luke Skywalker. Évidemment. Oui. Or, le pire, c'est que comme l'attention se raréfie, c'est pas pour rien de l'arrivée massive de médias type TikTok, tu vois, des trucs extrêmement Justement, on va en parler. Et donc, tu réduis l'attention, et donc, mais moi, je le vois, moi, le premier, je regarde des extraits de vieux films parce qu'on me les envoie et que, je sais pas, la scène me plaît, etc. Je vais te donner un exemple. La école de nostalgie. L'acteur Jason Patric, qui était le Ranger vert des Power Rangers, a mis fin à ses jours il y a quelques jours. Tu as des millions, des millions peut-être pas, mais au minimum des centaines de milliers de jeunes gens qui communient sur des pages. Moi, tous les jours, j'en reçois. Et à titre personnel, moi, ça m'a rappelé des tas de trucs, tu vois. Et tu ne vois pas, on pensait qu'Internet allait Continue le mouvement, c'est ça? Non, allait ancrer les gens dans la post-modernité et vers l'avant. Et en réalité, ça a réveillé c'était mieux avant. Personne ne l'avait vu venir, ça. Personne ne l'a vu venir. Et d'ailleurs, sans le numérique, tu n'aurais pas là on approche de Noël, je me suis baladé dans une Fnac pour voir, tu n'as que les vieilles séries qui sont de retour en DVD, etc. Enfin, des trucs que j'aurais jamais cru revoir. Tu vois, parce que justement, tu as tout un recyclage de notre culture. Or, et dedans, tu as un fait extraordinairement positif. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Moi, j'utilise l'écran pour que des gens retournent à l'écrit. Je fais de la médiologie inversée. Pour parler que, si tu veux, je veux prendre la vidéosphère parce que c'est pareil. Moi, je suis pas réactionnaire, si tu veux. Moi, je suis objecteur de modernité. Mais être anti-moderne, si tu veux, est un luxe stérile. C'est une masturbation intellectuelle, ça ne tâche pas les draps. Bon, ça a cet avantage. Mais, si tu veux, tu ne t'opposes pas à ton temps. Tu objectes sur ton temps. C'est une leçon que j'ai appris de mon ami Pierre Le Vigan, dont la pensée mérite vraiment d'être découverte. Et donc, il faut objecter par Internet, justement, parce que Internet, c'est comme la langue d'Ésope, ça peut être le meilleur et la pire des choses. Exactement. Mais, on a décidé que c'était trop de pouvoir, parce que ça avait fait, vous vous rendez compte, la liberté des débats, ça fait le 29 mai 2005 dans nos gueules, ça fait le Brexit dans nos gueules, ça fait Trump dans nos gueules. Non, faut qu'on arrête. Et donc, retour, flic. Premièrement, par les GAFAM, qui, je suis désolé, ne sont pas des auxiliaires des États. Elles sont devenues des auxiliaires des services de renseignement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, et les États sont plutôt leurs auxiliaires, parce que
Vu comment elles s'aplanissent à répétition devant... Point 1. Et 2, elle représente une internationale au service du Parti démocrate américain, pour être assez clair. Et là, c'est avéré parce qu'on a vu avec les Twitter leaks. Tu veux. Et, je suis désolé, et c'est là où il faut une nouvelle séparation des pouvoirs, il faut retrouver l'esprit des Lumières, et il faut tout simplement que le pouvoir médiatique national et international soit mis au pas. Mais pas mis au pas des États, mis au pas de la démocratie. Il est anormal que ces gens puissent défier la démocratie. Ce ne sont pas des sachants. Moi, si tu veux, quand tu vois que le profil de base, tu sais, des gens que Elon Musk a virés, c'est-à-dire ceux qui faisaient la modération sur Twitter, on est sur du sous-geek trans-obèse du Parti démocrate, si tu veux, qui sont à vrai dire des gens, qui c'est un peu comme ce qu'on appelle au Japon, ces gens qui ne sortent jamais de chez eux. Oui, les hommes arbres, plantes... Les otaku. Otaku. Donc, en réalité, c'est l'otaku, mais sans si tu veux, la gentillesse, la fragilité ou la douceur. Ou la douceur de la civilisation japonaise. Là, tu vois, t'es juste avec des trucs qui ont du Pepsi en intraveineuse, hein, qui disent My Body, My Choice, avec, si tu veux, un uniforme qui pourrait, dans d'autres circonstances, servir de voile en compétition, et les cheveux bleus. Bon, moi j'ai rien contre, hein, je dis juste que j'ai jamais été un aficionado de l'art moderne. Mais tu vois, le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas à rétablir de verticalité. Tu vois, la verticalité si tu veux, premièrement, la verticalité politique, elle doit être permanente pour assurer la survie. Mais je rappelle que dans les sociétés traditionnelles, hors situation de survie, ça se voit pour beaucoup, tu sais, dans les affaires d'arbres à palabres en Afrique, etc., le pouvoir est fait pour être quelque chose de très diffus, sauf en période de guerre ou de survie. Si tu veux, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de l'état d'exception. À titre connu. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi une dictature sous Rome, où un personnage prend pendant un temps donné le pouvoir. Mais par exemple, je suis désolé, à quel moment la liberté d'opinion, d'expression et surtout l'iségorie, l'accès égal à la parole. Je ne suis pas en train de militer pour la démocratie numérique. Je dis juste que le numérique donne un espace d'iségorie qui n'existait pas avant, qui se rajoute à d'autres espaces de socialisation politique, qui eux restent des espaces verticaux. Tu vois, le cas typique, la presse télévisuelle ou la presse papier. Là, si tu veux, tu prends des nouvelles de quelqu'un qui pense être au-dessus de toi, qui te donne son interprétation des faits, qui est indiscutable. Qui te donne son interprétation d'une missive de l'AFP. Hein. Et souvent, ça vient juste d'une missive de l'AFP. Je me rappelle plus qui avait fait cette expérience sociologique extraordinaire. Il avait repéré une faute d'orthographe dans un fil AFP. La faute d'orthographe s'est retrouvée non corrigée dans près d'une trentaine de canards. Donc, si tu veux, à un moment, il faut... Le numérique a permis de regarder les médias d'opinion occidentaux en face, de regarder leur concentration capitalistique, la médiocrité de leurs journalistes, et en réalité de se rendre compte que si un homme libre est un homme informé, alors l'occidental moyen n'était pas libre dans les années 90. C'est le minimum minimorum. Et d'où la haine rentrée du système pour ce premier web. Et donc, on va demander aux GAFAM de le lisser, on va demander aux entreprises, et c'est toute l'aventure du métaverse. Le métaverse, c'est quoi? C'est de refermer l'individu sur sa boucle de consommation, si j'ai tout compris. C'est-à-dire d'avoir une sorte... C'est un mitard numérique, le métaverse. Ah bah, très clairement, hein, c'est une prison. Et de surcroît moche, hein, parce que c'est... Non, mais c'est pour ça que je dis bien, c'est pas une prison. Les gens n'ont même pas de jambes. C'est pas une prison numérique. Dans une prison, tu es avec des co-détenus. J'ai bien dit un mitard numérique. Le mitard, c'est le QHS, c'est le quartier d'isolement dans une tôle.
Donc, si tu veux, c'est un mitard numérique. C'est-à-dire que en réalité, tu es dans une sorte d'espace numérique où seules tes boucles de choix et de consommation font écho. Si j'ai bien compris. Si j'ai pas compris, moi, c'est pas une matière de... Je suis pas spécialiste du métaverse. Si quelqu'un me dit autre chose, je suis tout à fait prêt à en discuter. Mais, moi, tel que je le vois, ça va se terminer comme ça. Tu vois ? Alors que ce qu'il faut, c'est revenir à l'esprit du premier web, c'est renégocier la gouvernance d'Internet. Peut-être que l'Internet sans IP nous y aidera. C'est encore à l'état de projet. Mais peut-être que ça a un peu avancé. Hein. Je n'ai pas vu le dossier ce matin. Hein. Donc, tu vois, moi, je suis désolé, nous n'avons pas à avoir peur de la liberté. Parce que, en fait, je vais un peu revenir sur ce que tu disais sur TikTok, parce que c'est un petit peu... nous-mêmes, on est sur TikTok et on essaye de... En fait, notre but sur TikTok, c'est vraiment de... C'est le terrain qui détermine la mission. Voilà. Quand des marins combattent à terre, ce sont des fusiliers marins. Quand des hommes d'infanterie montent sur un bateau, ils deviennent des fantassins de marine. Voilà. Tu vois ce que c'est TikTok, finalement. C'est un défilement sans arrêt de stimulation de vidéos qui s'apparente à ce que tu disais, ce mitard numérique. Là, tu peux encore t'en échapper puisque tu peux simplement éteindre ton téléphone et tout ça. Mais c'est quoi l'effet à long terme de ces... Alors, premièrement, déjà, ça se voit. À travers la fin de la faculté de concentration, tu as un affaiblissement chez les individus qui est l'affaiblissement, et ça, on commence à comprendre que c'est lié aux écrans. On a un affaiblissement de la créativité des individus. Ça, c'est très net. Mais c'est déjà le cas avec la télévision. On a un affaiblissement de la créativité. On a une normalisation de l'imaginaire. Ça, c'est très net. Pour une raison, c'est que imaginer un dragon est une chose. Voir un dragon dessiné, un dragon dessiné, tu peux dire que tu en dessineras un différent. Mais formaliser l'image dragon à travers un nombre limité, par exemple de dessins animés, si tu veux, ça affaiblit légèrement la créativité. Mais c'est encore gérable, ça. Ce qui va devenir ingérable, c'est que premièrement, on a des individus qui, comme ils sont numériquement dépendants, tu vois, on parlait en off d'un de mes films, un film que j'aime beaucoup, qui est Requiem for a Dream, sur l'addiction. Tu as aujourd'hui une addiction numérique qui est terrible dans les populations. Oui, et qui joue absolument pas reconnue. Qui est absolument pas reconnue parce qu'évidemment, on va pas toucher au Grisby, oui. Comme dirait l'autre. Et, manque de bol, ça joue sur quoi d'abord ? Le sommeil. Or, le fait d'empêcher les gens de dormir convenablement, il y a un très bon livre qui est sorti là-dessus sur les fameux services capitalistiques H24, qui s'appelle « À la conquête de votre sommeil ». Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien, par exemple, que certaines utopies futuristes, je pense à celle de Bernard Werber dans Les Fourmis, parlaient de la maîtrise du sommeil paradoxal. Tu sais qu'on dort en fait 15 minutes par tranche d'1h30. C'est ça. Et donc de forcer, dès l'enfance, en réveillant les gens de force, à concentrer ça en 1 heure de temps. Donc tu dors 1 heure et donc tu es surproductif. Moi je suis désolé, à un moment, il faut apprendre aux gens parfois à ne rien faire. Rien faire. D'accord ? Tu vois ? Il faut leur apprendre les bienfaits de la concentration, les bienfaits de la méditation. Alors, certes, c'est que des trucs qui rapportent de blé à personne. Mais à un moment, la consommation de l'être humain, on se rend pas compte qu'on va les épuiser neurologiquement. Je rappelle que toute tentative de reprogrammation d'un être humain à base de torture passe d'abord par la privation de sommeil. La privation de sommeil, c'est la clé, si tu veux, bousiller psychologiquement quelqu'un. C'est plus efficace que la douleur physique, parce que la douleur physique, t'as des gens qui sont extrêmement sensibles, mais t'as des gens que tu briseras jamais physiquement. Par contre, la thérapie par l'épuisement, oui. Alors c'est une accusation grave, hein, j'entends, mais je l'assume. De toute façon, dire à l'autre, si vous n'êtes pas content, bon.
Non, mais c'est reconnu que, par exemple, avoir un écran, puisque c'est des lumières bleues, je crois. Tout à fait. Et les lumières bleues dans le cerveau, ça représente déjà le matin. Plutôt que le soir. Ça, si tu veux, faudrait demander à quelqu'un d'assez versé en sciences cognitives. Ouais. Là, pour le coup, alors je sais qu'il y a eu de très bons TV lobotomie déjà, qui est un des manuels de base là-dessus. Donc, moi, si tu veux, moi, à titre personnel, alors moi, attention, moi, je vous dis pas ce qu'il faut faire. Hein, je dis ce que je fais. Moi, je suis très content, même que ma fille dessine beaucoup. J'avais fait beaucoup dessiner ce qu'elle veut. N'importe quoi, mais du moment qu'elle dessine. Tu vois, qui est un peu doué pour ça. Et là, par exemple, je me suis ridiculisé. Ma fille me tenait la main pour ma première séance de patin à glace. C'est-à-dire qu'elle est meilleure au patin à 7 ans que je ne le serai jamais. Bon, si tu veux, c'était très humiliant, mais il faut pas oublier que en réalité, le vrai problème est éducatif. On ne comprend pas le paradoxe médiologique. Nous n'avons pas le droit de sous-investir dans l'homme en surinvestissant dans la machine. Nous n'avons pas le droit. Oui, on peut rappeler cet adage très connu, science sans conscience. Mais parce que nous devons former l'homme à toujours dominer la matière. Ou alors on croit plus dans l'homme. On croit plus dans l'homme. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Le culte des automates, il n'y a pas de problème. Les robots feront tout. On fera la guerre avec les robots, on fera l'amour avec les robots, on baisera des robots. Pas de problème. On dira à l'autre, faites ce monde-là, moi je me ferai sauter le caisson. Et puis voilà. Si vous voulez, là, on va arriver à un point où nous n'avons pensé des humains que comme appendice des automates. Ça se passera mal. Je ne dis pas une intelligence artificielle qui, d'ailleurs, si tu veux, il faudrait que aussi certaines personnes arrêtent de jouer avec certains symboles. Quand je vois qu'une des principales intelligences artificielles du monde militaire américain s'appelle Skynet, évitez ce genre de conneries. Non, franchement, évitez. Non, franchement, non. Calmez-vous. Alors, Skynet, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est l'intelligence artificielle de Terminator. Donc, évitez ce genre de conneries. Je dis pas que ça se passera pas comme ça. Je pense pas que ça se passera comme ça. Premièrement, il n'est pas dit qu'à un moment, une IA ne devienne pas anti-humaine. Rien ne nous le garantit. Mais, sans entrer dans un scénario futuriste, ça va être beaucoup bien pire que ça. C'est que nous allons avoir un rapport avec la machine qui est un rapport... si on n'est pas capable, si l'être humain devient dépendant au point où c'est la machine qui vous torche et pas l'inverse, si vous voulez, là pour le coup, il n'y a plus d'humanité pensable. Pour l'instant, en tout cas TikTok, c'est ça, c'est juste des shoots de dopamine finalement. C'est ça. Le problème, c'est que ça veut dire épuisement cognitif, ça veut dire également dépression. Ça veut dire également, comme tu es surstimulé, tu imagines que le monde est tellement plus intéressant que toi et que ta vie intérieure, que toi t'es de la merde. Et donc, résultat, nous avons des générations entières d'ados qui se rendent malades en disant que tout le monde a une vie meilleure qu'eux, alors qu'en fait, tout le monde ment. Et c'est un rapport à la vérité et à l'authenticité qui est totalement distendu et qui finira d'ailleurs par rappeler une fausse authenticité tout à fait fascisante. Et d'ailleurs, ça se voit. C'est tout le web suprémaciste avec nous, on est les vrais nanas, nous, on est les vrais mecs, nous, on est les vrais blancs, nous, on est les vrais noirs, on est les vrais trucs. Non. Vous êtes juste des cas sociaux. Point. Mais tu vois, comme tout le monde ment, tu vas avoir le culte de la fausse authenticité. Et donc, on va passer de société du spectacle à société de la parodie. Tu vois, la vie va imiter de la mort. Et mis à part de rendre des gens malheureux parce que ils vont penser que leur double numérique, que
leur vie ici-bas se déroule entre un monde réel qui sent la mort et un monde numérique qui leur rappelle à quel point ils sont rien. Donc à un moment, et là encore, je dis pas qu'il faut... moi, je suis pas du tout pour l'interdiction dans ces trucs-là. Je suis pour l'éducation, et 2, je suis pour que il y a des gens qui savent communiquer sur ces réseaux-là, eh bien, il faut les payer convenablement pour qu'ils fassent des trucs de qualité. Il y a aussi des super trucs sur Internet. Et la seule chose, c'est que de neutraliser l'algorithme, parce qu'aujourd'hui, l'algorithme, parce qu'il est dans une optique à la fois de censure politique, mais d'objectif capitalistique, alors quand tu fais la censure plus le capital, qu'est-ce que tu obtiens? La merde en barre. Pourquoi? Parce que la merde, c'est ce qui se vend le plus, et parce que la merde ne sera jamais censurée. Au contraire, elle est le pain quotidien qu'une élite illégitime veut donner à sa population. Donc évidemment, par l'algorithme, tu avantages la merde. La merde n'est pas dangereuse. La merde est universelle. Et l'avantage, c'est qu'elle est de cet universalisme facile, comme pour parler comme François Julien, de cet universalisme facile et médiocre, qui est justement cet universalisme par le bas, mais par le bas dans les deux sens, c'est-à-dire par le bas par faiblesse de niveau, mais par le bas par les bas instincts. Tu vois ? C'est ce que tu t'appelles assez souvent, enfin c'est pas toi qui l'appelles, mais tu aimes à rappeler le tititainment, quoi. Ouais, c'est le tititainment, quoi. C'est-à-dire, si tu veux, le porno parle à tout le monde. Ouais, d'accord, ok. Mais si tu veux, tout ça pour ça. On a envoyé des satellites dans l'espace, on a mis des câbles sous-marins, tout ça pour une activité qu'on regarde de plus en plus pour moins en moins la faire dans la chambre à coucher, et pour de la débilité en barre en truc YouTube. Moi, si tu veux, je pense que on devrait beaucoup plus utiliser le pouvoir de programmation des algorithmes, par exemple, pour mettre un certain type de contenu uniquement sur des critères qualitatifs. Peu importe qui les a fait, peu importe le message. C'est un peu ce que la Chine fait avec TikTok. Je crois que le contenu qui est en Occident... Et tu sais ce que ce faisant la Chine a redécouvert? Le sens de la censure utile. Alors là, d'un seul coup, tout le monde va dire censure utile, c'est horrible. Non. La Renaissance. On est d'accord que le nu était condamné à l'époque. Alors, vous voyez les plus belles peintures de la Renaissance, c'est très suggestif. On est d'accord. Ce sont des femmes, de belles femmes, et avec des formes très prononcées. Pourquoi? Parce que, en réalité, la barre de calife, elle était qualitative. C'est que si c'était bien fait, bah, ça passait. Et c'est cet esprit-là qu'il faut. C'est-à-dire un esprit qui oppose à la censure la discrimination. Alors là, je m'enfonce, si tu veux. Mais la discrimination dans le sens premier intellectuel du terme. Tu vois? Moi, si tu veux, je vais donner un exemple assez simple. J'ai découvert un très grand historien des idées américain il n'y a pas longtemps grâce à Internet. Enfin, grâce à un vieux livre que j'ai acheté en librairie, et j'ai pu me commander ces livres grâce à Internet, aux États-Unis. Ben, ce mec-là, il a été oublié de tout le monde parce que il a été un soutien des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale et un soutien de l'Allemagne pendant la Seconde. Donc, si tu veux, cet homme-là est un salaud. Bon. Mais il a écrit un ouvrage qui s'appelle To the Law to Science, de la légende à la science, histoire des sciences sociales en 3 volumes, qui est un ouvrage magique. Il n'y a pas d'autre mot, magique. Si tu veux, t'as toute l'histoire des idées du monde, écrite par 2 mecs, c'est vraiment du très haut niveau. Eh bien, tu vois, oublions qui a écrit ce livre, voyons le fond du livre. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire, laissons la qualité s'imposer, et aidons-la à s'imposer.
Mais ça ne peut aller qu'avec un travail sur le goût, la discrimination et l'éducation. Pour ça, il faut repenser le système d'éducation occidentale. Sinon, eh bien, nous allons faire des gens qui auront une vie de merde et à côté, une vie de merde 2.0. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.